Au sommaire, des nouvelles du soldat sénégalais blessé lors d'un crash d'un hélicoptère en Centrafrique. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam se porte bien. Son frère rassure que sa vie n'est pas en danger. Dites désormais Free, c'est officiel. Tigo a changé de nom. La nouvelle marque a été lancée ce matin. Le personnel pas d'accord. Octobre Rose, c'est parti pour un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Cette année, Octobre Rose coïncide avec l'entrée en vigueur de la gratuité de la chimiothérapie pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Démarrage de l'année scolaire, les enseignants ont repris le chemin de l'école en attendant la rentrée pour les élèves jeudi. Dans ce midi, la page internationale avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Double attaque meurtrière au Mali, un bilan provisoire fait état de 2 morts, des civils ainsi que de lourdes pertes matérielles. La consternation au Maroc après la condamnation de la journaliste Hadja Rassouni à 1 an de prison pour avortement illégal, un verdict qui suscite de vives réactions. Ses souteneurs dénoncent une atteinte aux libertés individuelles. Et puis ce nouveau rebondissement dans l'affaire Karachi, la Cour de justice française ordonne un procès pour Édouard Balladur et François Léotard. À tout à l'heure, Anna Rocha pour le développement de toutes ces actualités internationales. L'actualité des sports. Bienvenue Malal Junior Diagne. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Merci Georges, bonjour à tous. Prolongation de la rencontre Zamalek Génération Foot après le match avorté le week-end dernier au Caire. Les responsables du club de Yenbi Ramdao jouent les prolongations pour faire tomber le Zamalek sur tapis vert. Tournoi de l'UFOA, le coach de la Côte d'Ivoire dévoile ses ambitions après sa victoire sur le Cap-Vert hier. Ligue des champions en Europe, début de la 2e journée de la phase de poule. Crépin Diatta et l'FC Bruges à l'assaut du Real de Madrid. Au moment où en Turquie ce soir, Galatasaray reçoit le Paris Saint-Germain avec Mbappé, Mauro Icardi et Gana Gueye dans le groupe. Rendez-vous vers midi 20 minutes. Malal Junior Diagne, point de vue. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge des urgences médicales. Mais avant cela, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba, le reportage Safar du jour, reportage qui va nous conduire à Ziguinchor où nous irons retrouver Lamine Ba. Abdoulaye Didiop assure la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le soldat sénégalais blessé lors du crash d'un hélicoptère de la mission onusienne en Centrafrique se porte bien. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam, le pilote de l'appareil, a été évacué dans un hôpital à Entebbe en Ouganda. Sa famille rassure que la vie de ce soldat est hors de danger. Elle est à l'écoute des responsables des Nations Unies pour son éventuel rapatriement à Dakar. Écoutons Hassan Thiam, frère du capitaine El Hadj Moussa Thiam, au téléphone avec El Hadj Ndiogoudien. Oui, nous avons reçu l'information sur son état actuel et il va bien. Nous allons continuer à prier pour lui. C'est ça que nous avons comme information et il s'occupe bien de lui. Alhamdulillah, on ne s'inquiète pas. Comment la famille a-t-elle vécu ce crash dont El Hadj Moussa Thiam est sorti blessé? Vraiment, c'est difficile le fait de partir en mission pour le Sénégal avec des collègues et subir un accident pareil. C'est très difficile pour tous les Sénégalais de confessions différentes, que ce soit musulmans ou chrétiennes. Et nous prions pour ceux qui ont perdu la vie. Nous présentons nos condoléances à leurs familles. Oui, il faut reconnaître qu'ils étaient partis en mission au service du peuple sénégalais. Ils sont tombés les armes à la main et nous continuons à prier pour eux. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam est originaire de Pout dans la région de Thiès. Il est âgé de 33 ans. Nous prenons prétexte du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en mission onusienne en Centrafrique pour poser la question de la fiabilité de la flotte de la Grande Muette. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière aussi, il y a eu à peu près le même drame avec ces lots de morts. Nous n'affirmons rien. Mohamed Ali Mouba a posé la question à un expert de l'aviation aérienne. Suivons son dossier.
Si les derniers accidents impliquant des hélicoptères de l'armée sénégalaise interrogent tant, c'est parce que les catastrophes aériennes commencent à se multiplier. En moins de 2 ans, 2 accidents mortels. Avant le crash de l'hélicoptère Mi-35 qui s'est abîmé en Centrafrique, vendredi dernier, il y a eu le drame de Missira en mars 2018. Dans tous ces 2 accidents, il y a eu des morts et des blessés. 3 dans le dernier, 8 dans le premier. Faut-il remettre en cause la fiabilité des appareils de l'armée? Xavier Yata, expert de l'aviation. On ne se lève pas un beau jour, on vous dit que cet avion est apte à être mis en vol. Il y a toute une procédure qui est respectée. Et les hélicoptères de l'armée ne font pas exception. Puis je vous dis, l'armée, il y a des spécialistes bien formés et qui se soucient plus de sécurité que nous, en tant qu'observateurs, on pourrait le croire. Si vous remarquez, je crois que cet hélicon a été acquis il y a combien d'années? Il y a même pas une quinzaine d'années. Donc non, on ne peut pas parler de vie. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle un vieil appareil dans l'aviation? Dans un avion, il y a toutes les pièces sont soumises à 2 problématiques. Ce qu'on appelle la butée calendaire et la butée horaire. C'est-à-dire que chaque boulon que vous voyez dedans, il a une durée de vie. Soit parce qu'il a volé un certain nombre d'heures, on le retire, soit c'est parce que du point de vue de la date de fabrication et la date de mise en service, on trouve que justement cet équipement a suffisamment volé, on l'enlève. L'hélicoptère qui s'est écrasé en Centrafrique fait partie des dernières acquisitions de l'armée. Dans le cadre des missions onusiennes, c'est le pays sollicité qui préfinance l'achat de la logistique avant que l'ONU ne vienne après pour régler la facture. L'armée a préféré ne pas se prononcer sur le sujet pour le moment. RFM, la radio de toute l'actualité. Tigo Sénégal n'existe plus. Oui, Tigo a changé le nom de sa marque et devient maintenant Free Sénégal. Les responsables de la société de téléphonie ont procédé ce matin au lancement de la nouvelle marque. À suivre lors de nos prochaines éditions, le directeur de Free Sénégal, Mamadou Mbeng. Notez que Tigo Sénégal a été racheté par le français Xavier Niel et l'homme d'affaires sénégalais Yérim Sow. Réaction des travailleurs, la mutation ne plaît pas au personnel. Là-dessus, Alun Badara Sek, il est délégué du personnel. Nous avons reçu cette information en même temps que tout le monde. Nous l'avons appris à travers les réseaux sociaux en fait. Donc ça dénote d'un manque de considération notoire à l'égard des employés et un manque de confiance également à l'endroit des travailleurs de Sentel Tigo. Donc ce changement, cette transformation majeure dont on parle, nous en avons eu vent dans la presse. Nous n'avons été associés ni de près ni de loin à cette transformation qui est quand même quelque chose d'assez important pour une compagnie. Ce n'est pas chaque jour qu'on voit une entreprise qui change de nom, de marque, de stratégie, de vision, de direction. Mais nous n'avons pas été impliqués, non seulement en tant que représentants du personnel, mais une bonne partie des employés n'a même pas été associée au lancement de cette nouvelle marque. Nous déplorons cet état de fait et nous le condamnons avec vigueur. Et ça, c'est une pratique qui est courante depuis des années avec Sentel. Et ça se détériore de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons une plateforme revendicative qui est sur la table, parce que comme vous le savez tous, nous étions en négociation avec la direction générale d'antan de Millicom, avec le rachat par ce nouveau consortium-là qui est arrivé, à travers M. Hassanine Eridji, M. Xavier Niel et M. Yérim Sow. Il n'y a pas eu de changement pour les employés que nous sommes. Il n'y a pas eu d'amélioration de nos conditions de travail. Et nous nous battons pour une amélioration de ces conditions de travail-là. Nous avons déposé une plateforme revendicative qui tourne autour de 4 points. Et nous leur avons donné un ultimatum. En Assemblée générale du 17 septembre 2019, nous leur avions donné un ultimatum du 30 septembre. Donc ce délai-là, il est passé et nous allons dérouler notre plan d'action. Ce que nous réclamons, c'est simple. Le premier, c'est un accompagnement de la direction générale de Sentel sur un plan logement. Le second point, c'est une prime sur la croissance de l'entreprise. L'entreprise croît d'année en année, mais les employés que nous sommes ne nous retrouvons pas dans ce schéma-là. 3, c'est une ouverture de l'actionnariat aux employés par une cession de parts. Si la direction générale de Sentel règle ces 3 points avec ses employés, elle va participer à améliorer de manière considérable les conditions de vie et de travail des employés de Sentel. Les propos d'Alun Badara Sek ont été recueillis par Babacar Fall. Le 31e congrès des notaires d'Afrique s'est ouvert ce matin à Diamniadio au Centre international de conférence Abdou Diouf, cérémonie présidée par le chef de l'État Macky Sall. Le congrès porte sur le thème des judiciarisations foncières numériques. Les travaux prennent fin vendredi.
Santé dans ce midi, le mois dédié à la lutte contre le cancer, Octobre Rose, a démarré aujourd'hui. Cette année, cette campagne de sensibilisation coïncide avec l'entrée en vigueur de la gratuité de la chimiothérapie pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Le cancer qui continue de faire des victimes dans notre pays. Le taux de mortalité est de 79% selon la directrice des établissements publics de santé. Elle révèle que plus de 10 nouveaux cas avaient été enregistrés l'année dernière. Le docteur Fatou Mbaïsila a été l'invité de RFM Matin. Cette gratuité concerne la chimiothérapie. C'est tous les médicaments utilisés dans la prise en charge du cancer du col, de l'utérus et du sein. Donc dans les hôpitaux, le Dantec principal, Fann, le Centre national de transfusion sanguine et l'hôpital régional de Thiès, Grand Yoff et Dalal Jamm. Ce sont ces hôpitaux-là que je viens de citer qui prennent en charge la chimiothérapie dans le traitement du cancer du col de l'utérus et du sein. Quelle est la situation du cancer aujourd'hui globalement au Sénégal, les derniers chiffres? Cette initiative rentre dans le cadre d'un plan d'action qui a été élaboré sur la base des statistiques, comme vous venez de le dire. On s'est rendu compte que les cancers de la femme font partie des premiers cancers dans ce pays-là et une mortalité extrêmement élevée, 110%. L'année dernière, on a estimé environ 10 546, si je ne m'abuse, nouveaux cas de cancer. Ça nous interpelle tous et cette mesure de M. le Président rentre dans ce cadre-là, dans le cadre de la lutte. Actuellement, on est en 2010, on n'a pas encore évalué. C'est sûr que le taux d'incidence a augmenté. Alors, pour l'évaluation, il nous faut quand même mettre à disposition des risques pour le cancer. Vous savez que les maladies chroniques, ce n'est pas comme toutes les maladies. Quelqu'un qui a une maladie chronique peut venir 2, 3, 4, 5, 10 consultations par mois. Et ça, on ne peut pas le considérer comme une nouvelle maladie. Ce qui fait qu'il nous faut des risques spécifiques qui nous permettront de dénombrer le nombre effectif de cas de cancer par an. 3 jours de concertation sur les urgences au Sénégal. Le 15-15, le numéro du SAMU national, pas trop connu par les Sénégalais. La plupart se réfèrent plutôt au 18, celui des sapeurs-pompiers. Ignorance ou manque de communication, Nafissa Toussila a rencontré quelques Sénégalais pour en savoir davantage. Reportage. Sur quel numéro on appelle si vous tombez par exemple sur un accident ou autre? C'est pas le 16. Et pourtant, il s'agit d'un numéro simple et très facile à retenir. Le 15-15. Il est méconnu de beaucoup de Sénégalais et c'est le cas de ces jeunes gens, presque la trentaine. Moi, je n'appelle que les pompiers. C'est pareil pour moi. Moi, je sais qu'il y a le 15-15 et le reste, je ne sais pas. Sami Assurance. Adja Choro, élève en classe de seconde scientifique, comme ces garçons, ignore totalement à qui s'adresser si elle est témoin d'un accident. C'est pas le 16. C'est pas quoi? Le 16. Bah, je sais pas. Quelqu'un qui fait un malaise, vous êtes seul là-bas, sur quel numéro vous appelez? Le 18 ou bien le 17. Le SAMU, vous ne savez pas? Non. Khadim Niang, émigré en vacances au Sénégal, connaît bien les services de secours de son pays d'accueil, mais pour le Sénégal, il se réfère qu'au 18, les sapeurs-pompiers. Je vais appeler un secouriste, comme les sapeurs-pompiers ou bien force de l'ordre comme ça. Mais pas question de le toucher. Parce que vous n'appelez pas le SAMU? Je ne connais pas. Pape Souleymane Koli, trouvé en train de réparer sa mobilette à Mermoz, connaît bien les services d'assistance médicale d'urgence et loue même leur efficacité. Une ligne d'urgence, il y a la rapidité, il y a la disponibilité aussi. En tout cas, ils sont efficaces. Ils prennent les renseignements, automatiquement, ils envoient les secours sur les lieux. C'est comme les sapeurs. C'est comme ça, ils prennent les renseignements, ils te demandent comment tu t'appelles. Prends ton numéro de téléphone. Si Pape Souleymane Koli apprécie bien le SAMU national, ce n'est pas pareil pour la majeure partie des Sénégalais et donc il y a urgence à communiquer davantage sur le 15-15. Santé toujours, mais cette fois-ci à Bakel, il y a eu une marche pacifique ce matin. Les populations veulent un hôpital sous-régional et le bitumage des pistes de désenclavement. Moussa Omar Gueye. Des routes bitumées en lieu et place des pistes latéritiques réalisées par le PUDC, un hôpital sous-régional pour une prise en charge correcte des patients, ce sont là des expressions de besoin des populations de Bakel qui ont initié une caravane à Didan Soho et Tahirou Diakité. Mais on a besoin d'un hôpital niveau 2. Parce que moi, je travaille à l'hôpital de Bakel. On est obligé d'évacuer les malades à Ourossogui. Mais normalement, nous devons évacuer dans la région de Tamba. La loi appelle communément télémédecine.
un centre qui est totalement terminé aussi et qui attend d'être équipé pour que les malades bakélois puissent être soignés par l'intermédiaire de l'Internet et suivis par des médecins qui sont en dehors du Sénégal. L'hôpital sous-régional est un besoin de Bakel depuis toujours. Il y a la route Bakel-Gandé, la route Bakel-Balou et ensuite Balou-Ndjimbe. C'est une route des routes qui sont très fréquentées parce que c'est des villages qui sont très peuplés et nous souhaitons vraiment que ces routes soient bitumées. Moussa Diop, le président du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Bakel, sollicite la décentralisation des opérations pour l'obtention de permis de conduire. Pour le moment, les chauffeurs sont obligés de voyager sur une distance de 250 km à la quête d'un permis de conduire. Moussa Omar Gueye, Bakel, Radio Futur Média. Et vous suivez toujours le grand journal sur RFM. Il est 12h15. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Fin des vacances pour les enseignants. Ils ont repris le chemin de l'école ce mardi, jour de rentrée. Donc, le constat dans la commune de Kédougou est que le taux de présence est satisfaisant dans le préscolaire et l'élémentaire, ce qui n'est pas le cas dans le moyen secondaire. Ibrahima Diabakhate. La rentrée du personnel enseignant élémentaire est effective dans la commune de Kédougou. À l'école maternelle municipale, un seul absent a été enregistré sur un effectif de 10 enseignants. Gimba Diallo est le directeur de l'école maternelle municipale. Je pense que je ne peux déplorer qu'une seule absence et peut-être pour des raisons médicales. C'est une enseignante qui est au niveau de Dakar, qui avait un rendez-vous qui est plus ou moins proche de la rentrée, qui a JNSR Ratan. Je lui ai juste demandé de venir avec les justificatifs lors de son retour. Mais sinon, à part cela, tout le monde est présent. Au niveau de l'école élémentaire, Maria Madiabi, 14 enseignants ont répondu présents sur un effectif de 17. Jean-Emmanuel Ndiaye est le directeur. Cette rentrée est assez satisfaisante, en ce sens que plus de 80% des enseignants ont répondu présents, se sont présentés ici au niveau de la... Pour le moment, il y a 3 enseignants, dont un arabisant. Mais les 2 ont quand même appelé pour donner le motif de leur absence provisoire. Ailleurs, au niveau du moyen secondaire, on joue encore les prolongations. Au lycée de Saraya, sur un effectif de 23 professeurs, un seul était présent ce matin. Dans la plupart des établissements secondaires de la région, les taux de présence tournent autour de 20%. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Le comité national d'organisation de la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'homme a été installé ce matin. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Ndeye Salimata Diop Dieng, qui est par ailleurs attendue aujourd'hui à Touba, au chevet de la famille des 2 enfants égorgés. La ministre de la Femme et de la Famille se rend dans la cité religieuse 5 jours après le drame. Le Magal de Touba, le Grand Magal de Touba, c'est le 17 octobre prochain, cet après-midi en CRD au ministère de l'Intérieur. Occasion pour nous de faire le bilan des mesures prises l'année dernière. La commission d'organisation se félicite du déroulement de l'édition de 2018. Cependant, elle demande plus d'efforts dans l'approvisionnement en eau pour le Grand Magal. Amadou Sabarba. Pour le dernier Magal de Touba, les objectifs ont été atteints, selon le président de la commission de l'organisation. Abdul Ahad Gaïndé Fatma estime que les autorités ont tenu parole. Le bilan est quand même globalement positif. Le seul problème qu'on avait est lié à l'eau. Et ça, c'est un problème récurrent. Donc chaque année, c'est le même problème. Donc c'est un problème qui est plutôt structurel, puisque l'offre qu'on a sur place, quand même, ne satisfait pas la demande durant la période du Magal, puisque le Magal, c'est aujourd'hui plus de 4 millions de personnes, d'après donc les dernières évaluations qu'on a fait il y a un peu plus de 2 ans. L'année dernière, des CRD ont été tenus pour préparer l'événement religieux. Beaucoup de secteurs qui posaient problème, notamment le transport, la mobilité dans la ville sainte, ont connu un début de solution. L'ouverture de l'autoroute et la Touba avait largement donc contribué à l'amélioration du transport et au déplacement des pèlerins pour aller donc à Touba. Le seul hic également qu'on a de ce côté-là concerne quand même les accidents qui sont extrêmement nombreux que nous notons en période de Magal. Et c'est pour ça aussi que nous demandons aux transporteurs, nous demandons donc aux chauffeurs, à tous ceux qui s'activent dans le secteur de bien respecter le code de la route. Cette année encore, le ministère de l'Intérieur a fort à faire puisque le Magal de Touba se tient en plein hivernage. Beaucoup de problèmes d'assainissement et d'accès à l'eau potable.
Vous l'aurez compris, Youssou N'Dour souffle aujourd'hui sa 60e bougie. Le roi du Mbala fête donc son anniversaire. Plus de 40 ans de carrière musicale et l'on s'intéresse à ce qui fait la longévité du roi du Mbala sur la scène musicale. Tentative de réponse avec Koumba Sagnan Faye dans ce dossier. Déjà avec l'Étoile de Dakar, il a dû consolider justement cette présence sur la scène musicale sénégalaise. Âgé de moins de 20 ans, le très jeune artiste Youssou N'Dour débute une carrière musicale. Une carrière qui aujourd'hui est devenue extraordinaire. C'est parce que Youssou N'Dour a su très tôt faire de son art un métier, raconte Michael Souman. Il est cadre de production à la RTS. Et ensuite international parce qu'il a eu à peaufiner sa musique dans les années 80 en donnant un cachet beaucoup plus international pour pouvoir justement s'imposer hors du Sénégal, ce qu'il a réussi avec des collaborations d'abord avec le grand chanteur français Jacques Higelin, sur le plan mondial grâce à Peter Gabriel, avec qui également il a eu à collaborer. Il a compris très tôt qu'en matière de musique, il fallait collaborer. Ce qui n'a pas été évident à l'époque, mais l'artiste de renommée internationale s'est armé de courage et d'abnégation. Témoigne son chef de cabinet, conseiller et ami de longue date, Maradien. Tout le monde sait comment il a pu installer ce qui est devenu présentement le Super Étoile. Il a osé, il est en train de réussir. Et tout ça, ça émane de son courage et de sa volonté. Youssou N'Dour, un don du ciel, selon l'animateur culturel, qui a aussi réussi à gérer son succès en sauvegardant ses relations avec ses anciens collaborateurs, Michael Souman. En ayant une oreille attentive, n'est-ce pas, aux critiques et autres, parce que je pense que c'est tout cela qui fait avancer, n'est-ce pas, donc un homme, surtout dans ce métier-là. Voilà, je pense que c'est la somme de tout cela qui a fait qu'aujourd'hui, on remarque cette constance de Youssou N'Dour sur la scène musicale internationale. Une carrière musicale nationale et internationale sans faute. L'expérience n'a pas de prix. Aujourd'hui, comment la jeune génération doit-elle s'inspirer de l'artiste Maradien? Il faudrait que ces derniers se rapprochent de moi, c'est ce que je demande aux jeunes. Rapprochez-vous de vos pères et de vos oncles. Outre sa carrière musicale, l'artiste a su s'imposer dans le milieu des affaires, notamment avec la création de son groupe de presse, le GFM. Youssou N'Dour souffle sa 60e bougie ce 1er octobre, en même temps qu'un de ses anciens collaborateurs et amis d'enfance, Mbaye Dièye, faille son percussionniste. C'est comme pour dire que leur compagnonnage est loin d'être du hasard. À midi 22 minutes en Rocha, vous le faites avec moi. Faut dire happy birthday, Bon anniversaire. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha dans ce studio pour la page internationale. D'abord, Anna, le Mali qui a été la cible d'une double attaque dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sont 2 camps de l'armée situés dans la région de Mopti qui étaient visés. 2 civils ont été tués à Mondoro alors que le bilan de l'attaque de Boulikessi est méconnu. Mais lors des 2 attaques, du matériel militaire a été emporté par les assaillants. Daoud Diouf. C'est dans 2 localités de la région de Mopti que ces attaques de présumés djihadistes ont eu lieu. Pour l'instant, on parle de 2 civils tués à Mondoro, mais on ne connaît pas encore exactement le bilan de l'attaque à Boulikessi. On apprend aussi qu'à Mondoro, les assaillants comptaient s'approvisionner en vivres. En effet, outre au moins 2 véhicules enlevés, ils sont repartis avec 2 chameaux, des chèvres. Sur place, une position de l'armée malienne a été également attaquée. Des balles perdues ont été tirées. À Boulikessi, à l'ouest de la frontière avec le Burkina Faso, c'est le bataillon malien de la force conjointe G5 qui a été visé. D'ailleurs, on apprend que de lourdes pertes en matériel et des dégâts importants ont été enregistrés. Ces présumés djihadistes sont du groupe Ansarul Islam. Ils étaient lourdement armés. Notons qu'à Boulikessi, 5 soldats évoluant sur place et sous le commandement du G5 et sont pour l'instant introuvables. La consternation, Anna, la consternation au Maroc après la condamnation de la journaliste Raïsouni. Plusieurs voix, Georges, se sont élevées depuis hier pour dénoncer ce qui est considéré comme une atteinte aux libertés individuelles. La journaliste écope d'1 an de prison. De Casablanca, la correspondance de Khadim Baye. 1 an de prison pour Hadja Raïsouni pour avortement et rapport sexuel hors mariage. Même peine pour son fiancé. Le gynécologue de la journaliste, lui, va écoper de 2 ans. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est déjà suffisant pour mettre le sociologue Mehdi Aloua dans une colère noire. L'État marocain est allé fouiller de Hadja Raïsouni pour savoir ce qui s'était passé et l'a dévoilé au public et l'a condamné à la prison. Artistes, avocats ou marocains lambda, ils sont nombreux à manifester depuis hier leur consternation. Un sentiment que résume bien le membre de la société civile marocaine. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui a été organisé contre Hadja Raïsouni ou sa famille
par rapport à ces articles, mais peut-être que cela n'est que une spéculation. Les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles et qui celles-là sont encore plus grandes. L'État n'a pas à s'immiscer dans notre vie privée, c'est ce qui s'est passé. Interpellée fin août devant un cabinet médical à Rabat, la reporter a été contrainte à faire un examen médical. Selon son avocat, elle clame toujours son innocence. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. L'actualité internationale en plus bref pour terminer, Anna. Et d'abord, la France avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Karachi. La Cour de justice française a ordonné un procès pour Édouard Balladur et François Léotard. Ils sont accusés de complicité d'abus de biens sociaux. Édouard Balladur est aussi accusé de recel dans cette affaire où la justice française soupçonne un possible financement occulte de la campagne présidentielle de 1995 via des rétrocommissions. C'est ce qu'a révélé l'enquête sur l'attentat de Karachi en 2002 au Pakistan. En France, toujours dans l'affaire Big Malion, cette fois-ci, la Cour de cassation a validé tout à l'heure le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. L'ancien président risque 1 an de prison et près de 4 000 € d'amende, un peu plus de 2 millions de francs CFA en cas de procès. Il s'agit, cette affaire Big Malion, de financement illégal également de la campagne présidentielle de 2012. En Thaïlande, une attaque dans un lycée professionnel fait 1 mort et 10 blessés. Attaque perpétrée à l'épée ce mardi matin dans la ville de Kuo Pio, selon la police locale. Et puis, Georges, ça dégénère à Hong Kong. Un manifestant blessé par balle, c'est un lycéen qui a reçu une balle réelle en pleine poitrine. D'après France 24, 15 autres manifestants ont été hospitalisés. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et nous serons avec Maître Massor Nakan, président de l'association SOS Consommateurs, et avec le docteur Corinne Tiapket, médecin urgentiste, présidente de l'association médecins urgentistes du Sénégal, cause Cercle des Amis urgentistes du Sénégal. Eh bien, nous allons parler de la prise en charge des urgences médicales. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Georges. Alors Malal, on joue les prolongations du match avorté entre le Zamalek d'Égypte et Génération Foot. Après le quiproquo du Caire le week-end dernier, les dirigeants du club champion du Sénégal veulent engager la bataille sur le plan juridique pour obtenir gain de cause. Comment donc analyser tout cela? Quelle doit être la posture de la fédération et des responsables du football sénégalais? Nous avons en ligne Mamadou Koumé, journaliste formateur et ancien président de l'Association nationale de la presse sportive. Monsieur Koumé, bonjour. Bonjour Malal. Alors, comment doit-on gérer cette crise? C'est une affaire qui est compliquée, c'est une affaire très compliquée. Je pense que si on remonte à l'origine, c'est vrai que Génération Foot n'a pas du tout été respectée, ni par Zamalek, ni par la CAF. Elle a tout à fait le droit de s'offusquer de ce traitement. Je pense que ce n'est pas bien. Voilà, mais le football aussi, le football de sport, c'est un rapport de force. Il faut toujours en tenir compte. Il faut faire preuve, à mon avis aussi, de beaucoup de diplomatie. Vous savez que le football sénégalais a traversé une mauvaise passe ces dernières années. La mauvaise passe, c'était quoi? C'était de ne pas faire de bons résultats, c'était de ne pas être représenté à la gouvernance du football africain. Parce que depuis Mawad, nous n'avions plus un membre au comité exécutif. Avoir un membre du comité exécutif de la CAF, ça compte. Heureusement que maintenant, nous en avons avec le président Maître Augustin Senghor. Nous avons aussi de bons résultats parce que nous avons été à la Coupe du Monde 2018, nous avons joué la dernière finale de la CAN. Tout ça, ça compte. Si vous ne faites pas de bons résultats, si vous n'avez pas des dirigeants à un certain niveau, mais vous êtes un peu regardé de travers. Alors, mais je pense qu'aussi, parfois, il faut faire preuve de diplomatie. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est très difficile. Il y a le contexte sécuritaire en Égypte aujourd'hui. Il suffit de consulter l'actualité. Mais président, les supporters de Ahli et les supporters du Zamalek sont craints par le pouvoir, ça il faut le dire, et tout ça. Donc ils ont demandé que le match soit transféré
ailleurs qu'au Caire. Moi, je pense que oui, on aurait pu discuter, on aurait pu parler avec eux, essayer de trouver une solution. Mais aujourd'hui, l'affaire se corse, l'affaire se complique, parce que ce qui est évident, c'est que la CAF va continuer sa compétition et que nous, à notre niveau, nous allons peut-être recourir au tribunal arbitraire. Justement, Président, est-ce qu'on peut avoir gain de cause là-bas? C'est possible, mais de toute façon, moi je pense que pour participer à la compétition, là, ça va être très difficile. Parce qu'ils ne vont pas nous attendre. Voilà. C'est ça le problème. Voilà, Président, on vous retrouvera dans l'édition du journal en Wolof pour développer tout cela. L'affaire donc est toujours en suspens, Georges. Tournoi de l'UFOA Malal, la Côte d'Ivoire vise la plus haute marche du podium. Après sa victoire hier 4-1 devant le Cap-Vert, l'entraîneur Guamene Maxime a dévoilé ses ambitions au micro de Cheikh Anta Diop. C'est un groupe composé effectivement de joueurs du CHAN, 3 joueurs du CHAN, 4 si vous voulez, avec le gardien de but qui n'a pas joué aujourd'hui. Et puis le reste, c'est les joueurs du championnat national, des locaux qui ont commencé à travailler il y a seulement un mois et demi ensemble. Voilà, comme tous les ans, à la préparation du CHAN. Voilà, c'est un effectif qui est en construction aussi. Nous sommes loin d'avoir réussi à obtenir quelque chose. Nous sommes seulement qu'à notre 3e match ensemble et j'espère que ce tournoi-là, voilà, c'est l'objectif d'ailleurs, ce tournoi-là qui nous permet de repartir plus fort mentalement afin de nous rattraper à Abidjan parce que au match aller, nous avons perdu au Niger. Au programme à Thiès aujourd'hui, Ghana, Gambie à 17h, à 20h, Guinée contre Bénin. On termine avec la Ligue des Champions aujourd'hui à 16h55. L'Atalanta Bergame joue contre le Shakhtar Donetsk. À 19h, Manchester City contre le Dynamo Zagreb. Lokomotiv Moscou joue contre l'Atlético Madrid. Le Bayern Leverkusen est donc sur la pelouse de la Juve. L'équipe du FC Bruges de Crépin Diatta joue contre le Real de Madrid. Et Galatasaray joue contre l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est des matchs à suivre à partir de 19h. Malal, vous préparez le Grand Magal 18 Safar. C'est déjà parti. Alors, à présent, vous suivez avec nous le reportage Safar du jour. Il nous mène à Ziguinchor. Là-bas, les talibés mourides ne vont pas vivre cette année les affres de la traversée de la Gambie pour se rendre au Grand Magal. Certains envisagent même de quitter la veille et de voyager en toute quiétude. Lamine Ba. Cette expérience que décrit Moustapha Mbaye, vécue par beaucoup de talibés mourides à chaque approche du Magal, est derrière nous. Avec la mise en service du pont de Gambie, lui et ses camarades sont sans pression pour l'édition du Magal qui se prépare, explique-t-il. Auparavant, pour se rendre à Touba, on était obligé de nous lever à 4h du matin parce qu'on s'empressait de traverser le bac qui était pris d'assaut par les talibés. Maintenant, avec la mise en service du pont, nous sommes beaucoup plus tranquilles. On peut même prendre notre petit déjeuner ici et partir à destination de Touba. L'autre casse-tête des talibés mourides qui se rendaient à Touba à la veille de chaque Magal a trait aux nombreuses dépenses qu'ils faisaient au niveau de la traversée. Mais là aussi, plus de soucis à se faire, nous dit Alassane Diop Hassida, lui aussi talibé. Auparavant, pour se rendre à Touba, de peur de n'être coincé au bac, nous contournions la Gambie en passant par Tambacounda. Il fallait au moins dépenser 25 000 francs de carburant. Avant d'arriver à Touba, je vous assure que nous consommions au moins 60 000 francs CFA. Mais la mise en service du pont ne suffit pas, explique-t-il. Pour lui, il faut que les autorités gambiennes prennent toutes les dispositions pour éviter toute tracasserie au niveau du pont pendant la période de forte affluence. Mais attention, tout dépendra du comportement des Gambiens. S'ils nous laissent circuler librement, ça ne devrait constituer aucun problème. Mais si les tracasseries doivent continuer à s'exercer sur le pont, ce serait du pareil au même. À Ziguinchor, les préparatifs du 18 Safar vont bon train. Les talibés, moins stressés que d'habitude, comptent faire plus cette année pour mobiliser le maximum de monde à destination de la cité de Bamba. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, la presse du jour. La presse, lui, est commentée par Mohamed Talimouba. Bonjour. La polémique autour de la grâce de Khalifa Sall, elle enfle toujours dans les colonnes de nos journaux. Le journal Les Échos rapporte ce matin la colère des conseils de l'ex-maire de Dakar qui tire à boulet rouge sur l'homme par qui tout a commencé. Maître Hassimou Touré, accusé d'avoir agi pour le compte d'un client pour lequel il n'est pas constitué. En clair, les avocats de Khalifa Sall n'écartent pas de traduire Maître Touré devant l'ordre des avocats. Le confrère remarque
remarque, dans cette affaire, même Yaya Bodian était surpris. Il n'a jamais demandé de grâce. D'ailleurs, l'homme avait même introduit une demande de liberté conditionnelle. Les vérités crues des khalifistes, d'ailleurs, dans le journal Vox Populi, Abdoulaye Gallo Yao parle de grande victoire du bien contre le mal, quand Barthélémy Diaz note que dans cette affaire, contre toute attente, c'est le bourreau qui avait besoin d'alléger sa conscience. Pourquoi Khalifa Sall a refusé de sortir de prison quand on lui a accordé la grâce? Moussa Tine explique que c'est parce que son mentor n'était point demandeur. Il ne s'y attendait point. Cette polémique appelle une autre plus grosse qui en est d'ailleurs le soubassement hautement plus stratégique. Les droits civiques de Khalifa Sall. Deux juristes affrontent sur le sujet dans l'AS. Il s'agit d'Ibabari Kamara et de Ngunda Mboup, tous enseignants-chercheurs à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour le premier, seule l'amnistie ou l'abrogation de l'article L31 permettra à Khalifa Sall d'être candidat. Mais aux yeux de Ngunda Mboup, ce n'est pas nécessaire. Khalifa jouit de tous ses droits. Il pourra bel et bien être candidat en 2024. Mais pourquoi se bat-on autant autour de l'enjeu de la grâce ou plutôt des modalités de son octroi? Réponse du journal Le Quotidien, c'est parce que c'est hautement stratégique. Il s'agit de ce que l'on appelle communément la bataille de l'opinion, si elle existe bien sûr, mais c'est là un autre débat. Dans un commentaire du jour, le confrère remarque en tout cas, chacun cherche à gagner le cœur des Sénégalais. Personne ne veut perdre la face dans cette affaire, surtout pas Maître Hassimou Touré qui continue de tout assumer. Dans le journal Vox Populi, il donne sa parole en ces termes. Je n'ai eu aucune altercation avec les conseils de Khalifa Sall, en l'occurrence Maître Demba Ciré Bakili, Maître Ciré Clédor Ly ou encore Khalifa Sall lui-même. Si c'était à refaire, je suis prêt à le refaire. Sur cette grâce controversée, Libé rapporte dans sa livraison du jour que tout est parti d'une lettre en date du 19 juillet 2019 adressée au président de la République par Maître Touré. Il aura fallu 3 mois pour que le chef de l'État accède à la requête de Maître Touré. Dans l'Observateur, la mère de Khalifa Sall, elle se confie, elle dit Macky Sall a fait preuve d'ingratitude notoire envers mon fils Khalifa. Justement, Khalifa Sall, comment il a passé sa première journée de liberté? L'Observateur informe qu'il a reçu Barthélémy Diaz, Aïda Mbodj ou encore Babacar Kyoiba. Il consomme ses premières heures de liberté à l'immeuble LH Ndiouga Kébé, 6 au centre-ville, aux côtés de son épouse, enfermée presque toute la journée dans ses appartements, loin de Rebeuss où il a passé près de 3 ans. Un ancien inspecteur du Trésor dans des débois, Cheikh Moussa Kamara, dans le viseur de la CRI. L'Observateur rapporte que le dossier de cet ancien fonctionnaire du Trésor public a atterri à la CRI qui a ouvert une enquête sur sa fortune présumée. Le procureur spécial près la juridiction a déjà envoyé des réquisitions aux institutions financières sur l'impressionnant patrimoine qui lui est attribué. Le confrère rappelle que tout est parti d'une plainte que le mis en cause a déposée contre des cambistes qu'il a accusé de l'avoir grugé. 200 millions de francs CFA étaient en jeu. Interrogé sur la provenance de l'argent, Moussa Kamara a eu du mal à s'expliquer et ce qui devait arriver arriva. L'accès aux premiers soins, le journal Le Soleil nous dit que 96% des services d'urgence ne sont pas aux normes. Oui, au Sénégal, beaucoup de services d'accueil des urgences sont dans des difficultés. Pour trouver une solution à ce manquement, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé hier à Dakar des concertations qui devraient donner l'opportunité aux acteurs du secteur de diagnostiquer sans complaisance les failles de la gestion des urgences dans nos structures de santé. La folie d'iPhone au Sénégal ou les ravages d'un téléphone XXL au pays de Gourgourlou pour un iPhone 7, remarque le journal Observateur. Les filles sont prêtes à tout malgré sa cherté. Si certains l'achètent dignement avec leur propre argent, d'autres, surtout des filles, donnent leur corps en échange. Le confrère remarque avec la sortie du nouvel iPhone 7, le confrère est allé à la rencontre de citoyens pour découvrir les multiples sacrifices consentis pour s'offrir cette marque qui se vend entre 200 000 et 1 130 000 francs CFA. Une fille affirme « Il m'arrivait de ne pas manger à ma faim pour pouvoir me payer un iPhone ». Une autre de confier « J'ai une amie qui a vendu son corps en échange d'un iPhone 8 ». Bonne lecture à tous.